Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de For What Remains. Alors For What Remains, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des derniers jeux de Danverson Games, DVG, comme on le voit ici. Danverson Games, dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, lorsque j'ai présenté Rise of the Zombies, qui est un jeu quand même beaucoup plus vieux, qui a, je pense, 6-7 ans, peut-être même un peu plus. Ils ont été connus d'abord pour des jeux typés Wargames, on va dire. Mais Wargames dans un sens large, hein. Ils sont plutôt dans des jeux basés sur des univers réalistes, en général. Plutôt des jeux solo, plutôt des jeux ouais, typés entre guillemets Wargames, on va dire. Là, c'est leur dernier petit bébé. L'un de leurs derniers, en tout cas. Euh, bon, ça se voit pas forcément sur la boîte comme ça, mais on est dans un jeu post-apocalyptique. Donc, c'est pas forcément les thèmes de prédilection des jeux de d'Anverson. C'est l'auteur du jeu s'appelle, que je dise pas de bêtises, David Thompson. Bah, de toute façon, c'est écrit, hein. David Thompson. C'est un jeu qu'il a mûri pendant des années, apparemment, sans trouver forcément d'éditeur. Et puis, il a fait d'autres jeux entre temps. Je crois que ça a été son premier vrai bébé. Et, euh, et voilà, il l'a gardé sous le coude pendant des années. Il a eu comment dire, des testeurs fidèles à travers le monde qui l'ont aidé à peaufiner son jeu. Et puis un jour, il a rencontré quelqu'un chez Danverson qui a adhéré au projet et c'était parti. Voilà. En 2 ans de temps, le jeu a été vraiment conçu et produit et maintenant on peut l'acheter chez Danverson. Il est un petit peu compliqué à trouver en France. En plus, ça c'est le jeu s'est construit autour d'un Kickstarter. Alors moi j'ai du mal à comprendre quand c'est des Kickstarter qui viennent d'éditeurs, comment ça se passe. Logiquement, enfin c'est même pas logiquement, j'en suis sûr, le jeu est trouvable sur le site de Danverson. Donc il est trouvable en dehors de la période de Kickstarter qui a permis d'avoir concevoir le jeu. Mais je sais pas s'il y a énormément de tirages ou quoi. En tout cas, il est assez difficile à trouver en France. Il me semble qu'on peut encore trouver quelques copies chez Agora Jeux. Donc il est toujours trouvable, hein, surtout qu'il vient de sortir, quoi, largement, mais c'est vrai qu'en France, je m'attendais à ce que quelqu'un comme Philibert en ait quelques copies, et c'est pas le cas, malheureusement. Alors, For What Remains, en réalité, c'est une série de 3 jeux. Sauf que les 3 jeux sont déjà sortis. Chaque boîte de jeu permet de jouer 2 factions. Vous allez voir, c'est pas un wargame, enfin, pas en tant que tel, c'est un jeu d'escouade. C'est un jeu d'escouade un peu comme j'ai présenté Heroes of Black Reach, le, le jeu de Devil Peak Games autour de l'univers de Warhammer 40 000. On est dans ce style de jeu. Donc on a un certain nombre de troupes, de troupettes, comme ça, sur une carte. On est dans des petites escouades qui se battent les unes contre les autres, avec des règles, en général, dans les jeux d'escouade, plus simples que dans les wargames. Et vous allez voir que dans For What Remains, les règles sont très 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 simples. Voilà, donc ça permet, en tout cas chaque boîte permet à 2 factions de se battre l'une contre l'autre. Donc on pourrait dire un petit peu comme Heroes of Black Reach finalement, qui proposait 2 factions. Pour moi c'est un très 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 bon jeu, vraiment très bon, très 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 simple à prendre en main. C'est aussi son intérêt, je pense. Il a été peaufiné, mais vraiment peaufiné jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de à la fois de minimaliste et de très très efficace. Et ça fonctionne vraiment. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir hein, la boîte qui concerne les humains, parce que c'est celle qu'on trouve le plus facilement. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est celle qu'on trouve le plus facilement, et c'est celle que j'ai trouvée moi. Euh, donc ça va être celle qui propose les humains et les machines. Le combat entre les humains et les machines. Et je vais vous présenter les règles du jeu, qui sont très simples. Et comme d'habitude, moi j'ai l'habitude de faire plusieurs parties pour donner une impression générale des jeux. Donc là, je vais faire au moins 2 parties, sachant qu'en plus ce jeu a un mode solo complet. C'est-à-dire que on a une espèce d'IA, donc d'intelligence artificielle, qui va nous permettre de jouer une des 2 factions, celle qu'on n'a pas choisie. Maintenant, moi je l'ai pas testé personnellement, je l'ai à peine regardé, pour être précis, pour être honnête, je veux dire. Tout simplement parce que moi j'aime bien jouer les 2 factions d'un coup.
voire 3. Enfin, bref, ça me dérange pas de faire du multitâche avec plusieurs factions, ça me dérange pas du tout. Mais je vais proposer, donc, après l'explication des règles, une partie où je vais jouer les deux factions, et une partie où je vais jouer une faction, et où je vais jouer l'IA en même temps en face, pour vous montrer. Le jeu, sinon, se joue soit en skirmish, c'est-à-dire en bataille qu'on va se créer nous-mêmes, ou en campagne. Maintenant, je trouve que la campagne est un peu légère, mais c'est quand même très intéressant qu'elle soit là. Elle se compose de 5 scénarios, en fait. Alors, pour le prix, donc on est quand même sur un jeu en France à 60€. C'est vrai que j'aurais aimé une campagne un petit peu plus conséquente, je vous le cache pas. C'est vrai que moi j'aurais aimé qu'elle se compose de, enfin voilà, qu'elle soit un petit peu plus conséquente. C'est pareil, une fois qu'on a les, si on prend les 3 boîtes, on a 5 scénarios par boîte, donc on a quand même une campagne de 15 scénarios, ce qui est très conséquent pour le coup. Mais encore une fois, il faut mettre le prix. Alors, c'est vrai que je parle du prix depuis tout à l'heure, mais je vais présenter un petit peu les composants pour expliquer. J'ai pas envie de partir sur une explication qui va, comment dire, j'ai pas envie de partir déjà sur une critique du jeu, une mauvaise critique du jeu, parce que le jeu est très bon, mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de parler de cette histoire de prix, parce que je vais prendre la caméra, je vais vous montrer derrière, voilà. Vous voyez qu'on n'est pas sur un jeu de figurines. Moi, ce qui me dérange pas du tout, hein. Les jeux de figurines, bon, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui rend le jeu réellement intéressant. Donc, vous voyez, ça, c'est des jetons. Non, d'ailleurs, c'est pas ceux-là, je dis n'importe quoi. Ça, c'est des jetons d'unité. Voilà, ça, c'est ce qu'on va trouver en jeu. Donc, on a des jetons qui sont assez épais, qui sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les éléments de carte. On va en avoir 12 comme ça, recto verso, ce qui va permettre de faire énormément de cartes différentes, hein, d'une partie à l'autre. Par contre là, la qualité est vraiment très 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 médiocre, hein. C'est hyper fin, je vous cache pas que après si on utilise régulièrement le jeu, ça risque de se plier, ça risque de blanchir à toute vitesse. Autant le reste des composants est vraiment de bonne qualité, il n'y a aucun souci, mais alors les cartes, non. Non, vraiment, je pense que ça se voit, hein, si je mets la carte comme ça en face de la caméra, elle est presque invisible, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est fin. Et du coup, il vaut mieux protéger son jeu, hein, d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de joueurs maintenant qui utilisent des plaques de plexiglas. De nos jours, ça coûte pas trop cher. Ne serait-ce que pour la poser sur notre carte une fois qu'on l'a constituée. Et comme ça, déjà, ça bouge plus. Parce que vous voyez, vu que c'est très fin, ça peut éventuellement bouger pendant une partie. Et ça permet de protéger surtout les cartes qui sont un peu faiblardes, quoi, niveau qualité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y en a 12. Il y en a 12, et c'est vrai que ça aurait été des cartes montées, le jeu aurait été d'autant plus cher, quoi. Il y en a 12, donc encore une fois, il y a 3 boîtes de base. Ça veut dire que si on achète les 3 boîtes, on a 36 éléments de cartes, d'éléments de plateau, recto, verso. 36. Alors je vous laisse imaginer. Donc en tout, ça fait 72 éléments de décor différents, si on a les 3 boîtes. Donc je vous laisse imaginer le nombre de parties infinies qu'on peut faire. Donc voilà. Il y a quand même du contenu, je disais, il y a quand même du contenu par rapport au nombre de cartes, comme ça, d'éléments de cartes qu'on a, qui est assez impressionnant si on a les 3 jeux. Même déjà si on en a qu'un. Voilà, mais on n'est pas dans un jeu à figurines, on n'est pas dans un jeu où on va avoir des éléments chers. Je peux vous montrer l'intérieur de la boîte, hein. Là, j'ai sorti déjà un petit peu tout, hein. Vous voyez, vous avez les cartes qui présentent les unités. Donc tous les jetons sont pas sortis, hein. Je vous ai montré un petit peu, j'ai sorti un petit peu tous les éléments qu'on peut trouver dans une partie. Il y a les dés, bien sûr. Voilà, des dés 10, assez simple. Je vais ouvrir la boîte pour vous montrer. Par contre, on a quand même 4 livrets. On a le livret de règles. Vous allez voir, il peut sembler un peu épais, mais pas du tout. Parce que les règles, ça s'arrête... vous voyez, là, je suis page 9. Déjà, il y a énormément d'exemples illustrés. Le livre des règles est vraiment super bien foutu. Alors là, il n'y a aucun souci. Il y a quand même 2-3 éléments, moi, je trouve, qui manquent, où je me suis posé des questions en jeu, où j'ai dû, du coup, faire appel au forum de Board Game Geek. 2-3 choses... pour lesquels j'étais vraiment pas sûr. Mais dans l'ensemble, c'est très très clair, très très bien expliqué.
Et les règles, vous voyez, très illustrées, hein, donc il n'y a pas beaucoup de texte, et elles s'arrêtent ici. Voilà. Page 22, avec des tas et des tas d'images pour illustrer, on est déjà à la fin des règles. Le jeu est vraiment très très simple à comprendre, et à la fin on a quelque chose qui va pouvoir en intéresser certains, c'est le background du jeu. Donc là, à partir de là, on commence à nous expliquer pourquoi le monde a été détruit, on commence à nous expliquer les factions, et des tas de choses. Il y a un super background qui vient avec le jeu. Ils ont vraiment... Et aussi quelque chose que j'aime énormément, c'est les mots de l'auteur du jeu. Alors ça, j'adore quand ils mettent ça. Ils font ça souvent dans les jeux GMT, par exemple. Pour ceux qui en ont déjà acheté, dans les livrets de règles de GMT, on peut être en train de lire les règles et tout à coup, pouf, il y a une petite annotation de l'auteur qui explique pourquoi il a créé le design de son jeu de telle manière. Ou alors, à la fin, le mec va mettre toutes ses références qui lui ont permis de penser son jeu, etc. Et j'ai toujours trouvé ça assez génial de mettre ça. Donc là, il y a David Thompson qui explique pourquoi il a fait son jeu, comment il l'a fait, etc. Ça, j'aime toujours. Donc vous voyez, quelque chose qui se lit très rapidement, avec du background, et derrière on a quoi? On a aussi un livret pour la campagne. Donc la campagne qui est assez courte, hein, comme je l'ai dit, 5 scénarios, mais on a quand même, voilà, à chaque fois on a un vrai contexte. Tout est en anglais, hein, vous avez vu. C'est un jeu, je pense pas qu'il sortira en français de toute façon. Voilà, avec l'explication des scénarios, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Côté livret, franchement, le jeu est super bien foutu. Le livre des règles est très bon. On a un livre de campagne, on a du background pour que le jeu soit plus immersif. Et vous voyez, là, c'est aussi les livrets de chaque faction. Donc comme on en a deux dans Street of Ruin. Street of Ruin qui est celui que j'ai acheté moi, hein, le For What Remains Street of Ruin. Donc on a les Freemen, qui sont en gros les humains, et les combines, qui sont les machines. Et vous voyez qu'on a même un livret pour chaque faction, qui vont expliquer un petit peu chaque personnage qu'on trouve, mais qui donne aussi un peu les forces et les faiblesses, qui reviennent un petit peu sur les règles de chaque personnage. Voilà. Donc vraiment très bien foutu. Moi, c'est ce qui m'avait étonné aussi avec Dan Verson, avec Rise of the Zombies, c'est que finalement, Dan Verson, ils sont pas si connus que ça en France, mais j'avais trouvé Rise of the Zombie de très très bonne qualité. Après, on aime ou on n'aime pas ce style de jeu, mais vraiment, le contenu était bon, quoi. Que ce soit au niveau de la qualité des composants, que ce soit au niveau de ce qu'ils ont essayé de faire, enfin voilà. Et là, je retrouve encore quelque chose de très très bon, hein. Encore une fois, le prix, plus particulièrement en Europe, enfin en tout cas en France, est excessif, malgré tout. Je trouve pour le contenu. Maintenant, si vous adhérez vraiment à ce jeu, voilà, ça vaut peut-être l'investissement, parce que il y a moyen de se faire des parties à l'infini, quoi. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite pause pour boire, j'étais en train de m'étouffer. Il manque peut-être quand même pour moi un petit peu aussi de contenu au niveau des modes de jeu. C'est aussi voilà, quelque chose qui aurait peut-être pu être un petit peu plus développé. C'est que au final, on a la campagne, très bien. On a le mode skirmish, c'est-à-dire ce que j'appelle skirmish, on va créer nos propres cartes, on va, voilà, de manière semi-aléatoire, ou alors on va choisir certains éléments sur la carte, etc. Voilà, il y a des règles pour faire des parties comme ça, individuelles, avec les deux factions qui se battent, sans passer par les scénarios, ok. Mais je sais pas, je pense qu'il aurait fallu... En plus, les règles sont tellement simples au final, le jeu est tellement épuré, qu'il y a vraiment matière, je pense, avec ce jeu, à créer beaucoup de contenu. Il y a même, je pense, matière pour ceux qui apprécient ce genre de choses, de faire tout un mode RPG, quoi. Avec des espèces d'histoires et même créer du coup ses propres scénarios et ses propres campagnes. Il y a vraiment une bonne base pour faire du RPG avec ce jeu, je pense. Et voilà. Du coup, c'est vrai que même à l'intérieur des boîtes, moi j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de modes de jeu. Peut-être qu'ils gardent sous le coude aussi des idées et qu'ils ont voulu vraiment se concentrer sur
sur l'équilibre du jeu, parce que ce jeu a été équilibré pendant des années apparemment. Il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a des testeurs qui sont derrière ce jeu depuis très longtemps, parce qu'ils sont fans du travail de Thompson. Ils ont vraiment voulu l'aider à sortir le jeu, à sortir son bébé dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur équilibrage possible des factions, avec avec un jeu qui leur plaît au maximum. Donc voilà, c'est un jeu qui a bien été mûri. Maintenant, ils ont peut-être pas voulu trop partir du coup dans des modes de jeu qu'ils avaient moins testés, etc. Peut-être qu'ils gardent ça sous le coude. Donc voilà, je vais présenter le jeu, hein, parce que ça fait un moment que je parle, mais je parle, mais au final, vous en avez pas vu grand-chose. Je vais quand même je vais vous montrer ce qui reste dans la boîte. Des explications des compétences de chaque faction. Ça, c'est ce qui permet de faire. Alors c'est plutôt à photocopier, hein, moi je m'imagine pas carrément directement écrire là-dessus. Ça, c'est des cartes de campagne avec chaque personnage qu'on possède. On va lui attribuer un nom, on va pouvoir lui donner des points d'expérience, etc. Enfin, ça marche pas en points d'expérience, mais vous verrez, ça marche différemment. Voilà, ok. Que vous montrer d'autres. Alors ça, c'est les... Non, ça c'est encore les capacités. Voilà, ça c'est les explications, les récapitulatifs de comment fonctionnent les intelligences artificielles. On a encore des cartes que j'avais pas sorties. Des cartes de jeu pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Et puis il y a tous les pions que j'ai pas encore dépunchés, quoi. On doit avoir, je pense, dans le jeu... je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, une centaine de jetons, je pense, à peu près. En plus des cartes de jeu, donc... et puis voilà, des dés, et puis des livrets. Voilà ce qu'on peut trouver dans la boîte. La boîte prend vraiment pas beaucoup de place, et alors ça, je l'ai découvert, j'ai ouvert mon paquet, mon colis avec plaisir, parce que moi j'ai tendance à pas avoir beaucoup de place. Vous devez pas trop vous en rendre compte, mais la boîte est plutôt petite, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et je pense sérieusement qu'il y a moyen de tout faire tenir dans une boîte ou deux. Si c'est le même contenu pour chaque boîte, franchement, en une ou deux boîtes, on fait tout tenir, quoi. Et ça, c'est agréable, parce que c'est pas un jeu qui va prendre beaucoup de place. Et pourtant, comme je vous dis, on va avoir 36 éléments de cartes, etc., quoi. Donc voilà, je vais faire une explication des règles, à tout de suite. Donc, For What Remains. Comment est-ce que ça se joue? Qu'est-ce qu'on y fait? Je vais pas vous présenter le background du jeu maintenant, parce que je l'ai pas lu. Voilà, pour l'instant. Si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, je l'ai déjà expliqué, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi, dans les jeux, le background, c'est très très bien, je suis content que ce soit là dans ce jeu, pour tous ceux qui apprécient, c'est toujours un plus, mais c'est vrai que moi je suis pas trop de... Voilà, je me concentre plus sur le gameplay que sur l'univers du jeu. Faut que l'univers graphique me plaise, ça c'est sûr. Maintenant, l'histoire qu'il y a autour du jeu, c'est vrai que je m'y intéresse jamais beaucoup, mais je vais faire un effort pour ce jeu lorsque je présenterai une partie. Avant de présenter la première partie, j'expliquerai un petit peu le contexte, pourquoi les factions se battent, etc. Et j'introduirai le texte du scénario, voilà, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Pour l'instant, je vais juste partir sur les règles. Alors voilà, j'ai mis 4 sections de cartes. Il faut savoir que normalement dans une partie de base, encore une fois c'est un jeu presque bac à sable tellement les règles sont épurées, on fait un petit peu ce qu'on veut, mais en tout cas dans une partie de base, on nous dit plutôt de mettre 9 éléments de cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faire un gros carré, en somme. Mais voilà, on est libre vraiment, même de la forme des cartes, on fait un petit peu ce qu'on veut en réalité. C'est vraiment juste des règles de base à suivre et qu'on peut changer si on a envie. Bon, là je sors que 4 éléments de cartes, hein, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on voit déjà sur la carte? Bah, vous voyez, il y a des petites icônes comme ça qui permettent très vite de comprendre comment fonctionne l'élément sans avoir à trop se creuser la tête, sans avoir à trop chercher dans le livre de règles. Et puis voilà, c'est très très visuel. Je dis pas que c'est les plus belles cartes du monde, hein, mais ça a son style. Une fois qu'on est en jeu, vraiment, on est pris, je trouve, dans l'ambiance. Et surtout, c'est très 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 lisible, quoi.
Vous voyez, à chaque fois, on a un code couleur, une icône qui nous permet de savoir comment fonctionne cet élément. Et il y a très 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 peu d'éléments différents dans For What Remains. Vraiment très peu. Vous voyez, on a des éléments comme ça, qui sont des terrains difficiles. C'est des terrains dans lesquels on va pouvoir rentrer en dépensant plus de mouvement que le reste, mais qui vont nous protéger en partie. On a des terrains liquides, voilà, comme autour de la cuve, dans lesquels on va pouvoir entrer difficilement, comme les terrains difficiles, qui vont demander plus de points de mouvement, mais qui ne nous protègent pas du tout. On a ceux qui sont barrés comme ça, vous l'aurez deviné, on ne peut pas du tout entrer dans ces terrains. Personne. On a des terrains comme ça, comme ceci, les terrains élevés, donc qui sont plus hauts que les autres terrains. Donc voilà, comme le dessus du camion, le dessus de la voiture, etc. Donc c'est des terrains qui sont plus élevés, qui vont nous permettre d'avoir plus de facilité pour les lignes de vue lorsqu'on tire, etc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce qu'il y a un élément que je vous aurais pas montré? Je suis même pas sûr. Oui, non, j'ai vérifié dans les règles au cas où il y aura un élément de terrain qui serait pas présent, parce que j'ai essayé d'avoir tous les éléments de terrain existants sur ces 4 parties de cartes. Et non, c'est bien le cas, ouais. Donc on a en gros 5 éléments de terrain différents. Les cases de base, les terrains difficiles, les terrains surélevés, les terrains liquides et les terrains infranchissables. Voilà. Voilà tout ce qu'on a. Comme je vous avais dit, on a des jetons, voilà, des jetons qui représentent un personnage, on va dire. Vous voyez qu'on en a plusieurs. Là, on a les humains, donc on a le scout, on a le médic, on en a plusieurs. Alors, au début d'une partie, on va avoir un certain nombre de points pour constituer notre armée. La première que je vais vous présenter, ça va être le premier scénario de la campagne. On a 10 points pour constituer notre armée, donc ça veut dire que si je prends déjà un scout et que je prends un grenadier, je suis déjà à 5 points. Donc vous pouvez voir que on va pas avoir beaucoup de monde en jeu dans ce jeu. On va pas avoir beaucoup de personnages en jeu. Et d'ailleurs, une fois qu'on a constitué notre armée, on doit avoir normalement entre 3 et 6 personnages en jeu, pas plus. Alors pourquoi pas plus? Pour être franc, j'en sais rien du tout. Des fois, il y a certains jeux qui ne fonctionneraient pas avec un nombre trop élevé d'unités. J'en ai certains en tête que j'ai pas encore présenté en vidéo, ça arrivera. Comme Fleet Commander, par exemple. Fleet Commander, qui est plutôt un jeu de vaisseau spatial. Pour ce jeu-là, je suis moins sûr. Franchement, par rapport aux parties que j'ai déjà faites, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir plus que 6 personnages en jeu sans que ça déséquilibre totalement le jeu, quoi. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, dans les règles, on nous présente les choses comme ça. On se constitue une faction, une armée constituée de 3 à 6 personnages. Donc, quand on a beaucoup de points pour constituer notre groupe, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de prendre des recrues, par exemple, on peut prendre directement des vétérans. Donc le vétéran, il va avoir des caractéristiques plus élevées, il va avoir plus de capacités, et il va coûter plus cher, bien entendu. Dans une partie comme ça, individuelle, sans campagne, on fait un petit peu ce qu'on veut, on peut prendre un élite dès le départ, aucun souci. Dans une partie en campagne, tous nos personnages, de toute façon, commencent en mode recrue. Voilà. Et plus tard dans la campagne, on pourra les faire évoluer. Voilà, voilà. Alors, vous voyez à quoi... alors, je reprends le jeton, par exemple, du grenadier. Voilà. Sur le jeton, qu'est-ce qu'on trouve comme information? On a ce petit logo. Pourquoi? Parce que dans la boîte de jeu, on a à chaque fois 2 fois le personnage, 2 fois chaque personnage. Ça veut dire qu'on a 2 fois un grenadier. Et je vous montre, hein, voilà le deuxième. Vous voyez, on a un petit logo comme ça. Là, c'est un masque à gaz, il me semble. Ouais. Et là, c'est voilà, un logo une icône de radioactivité. C'est tout simplement pour différencier les 2 personnages. Parce que vous allez voir, ça va jouer à base de pions d'ordre, et du coup, il y a des pions d'ordre qui auront cette icône, et des pions d'ordre qui auront cette icône, pour savoir exactement quel pion d'ordre correspond à quel personnage sur la carte. Voilà. Donc, pas plus d'informations. Puis on a bien sûr le niveau du grenadier. Là, voilà, c'est les pions pour le niveau recrue. Si on avait un grenadier de niveau vétéran, ben, on aura mis le jeton avec le V. Ok. Et pour connaître les caractéristiques des personnages, voilà, on a cette carte. Donc qui nous rappelle ses points de mouvement, sa portée maximum de tir,
sa capacité de corps à corps, sa capacité d'attaque à distance et sa défense. Et éventuellement des capacités spéciales. Alors je peux vous en montrer d'autres. Voilà. Voilà le leader des humains. Je vais vous montrer aussi quelques unités des machines, de la faction qu'on appelle les Combines. Voilà. En voilà une autre. Vous voyez, vous pouvez remarquer tout de suite qu'on n'a pas énormément non plus de capacité hein, dans ce jeu. Je vous dis, c'est un jeu qui est vraiment très 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 épuré. Alors comment ça fonctionne? Imaginez qu'on a... Hop, je vais mettre le rebelle, le leader rebelle. Alors c'est pas ça, voilà. Je vais mettre le leader rebelle ici. Je vais mettre une médic ici. Et je vais mettre un scout ici, voilà. Et puis en face, je vais mettre une harpie. Alors, je me trompe encore, excusez-moi, une harpie, voilà. Je vais mettre... oui, je vais vous le montrer quand même. Je vais vous mettre un énorme inferno. Ah, vous voyez, le jeton est beaucoup plus gros, la tuile du moins est beaucoup plus grosse. Et puis je vais mettre un vanguard, très bien. Voilà. Alors, comment fonctionne le jeu? Eh bien, on va prendre le nombre de personnages à chaque tour qu'on a encore en jeu. Donc ça dépendra à chaque tour. On peut commencer une partie à 6 personnages, il y en a certains qui meurent, et on se retrouve avec moins de personnages. Ok, donc on compte le nombre de personnages qu'on a encore en jeu. Ici, il y en aurait 3. Et puis, normalement, à côté de nous, alors là c'est un petit peu le bazar, mais à côté de nous, normalement, on a des jetons, comme ça. J'ai 3 jetons, pardon, pour le leader. J'ai 3 jetons pour mon scout, et j'ai 3 jetons pour mon grenadier. Alors j'ai pas fait attention que c'était vraiment les mêmes icônes. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes, mais bon, c'est pour vous montrer. Hein. D'ailleurs, j'ai pas mis le grenadier, donc j'ai pas mis le grenadier en jeu. J'ai mis la médic, voilà. Voilà les jetons des unités que j'ai en jeu. Ce que je vais faire à chaque tour, c'est que je vais prendre autant de jetons que j'ai de personnages en jeu. Ça veut dire que je peux prendre, par exemple, deux jetons de médic. Hop, 1. Alors, ça va pas faire la focale. Voilà. 1 et 2. Et je peux prendre un jeton de leader. Très bien. J'ai pris mes 3 jetons. Je les mets dans un petit sac. Le sac est donné dans le jeu. Je les mets dans un sac. L'adversaire va faire pareil. Donc, on imagine si l'adversaire, il avait encore eu 4 personnages en jeu. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, il aurait eu accès à 4 jetons. Donc, il aurait eu 3 jetons pour sa harpie. Il aurait eu 3 jetons pour l'inferno. D'ailleurs, les jetons sont là-bas. Voilà. Il aurait eu 3 jetons pour son leader à lui, son commandeur. Et puis, il aurait eu 3 jetons pour le vanguard en jeu. Voilà. Et parmi ces 3 fois 4 jetons, donc parmi ces 12 jetons, il en aurait pris 3, ceux qui voulaient. S'il avait voulu activer 2 fois le harpie, voilà, il aurait pris 2 jetons de harpie, et une fois l'inferno, il a envie d'avancer avec l'inferno, il aurait pris un jeton d'inferno. Il a 4 personnages, donc il peut encore prendre un 4e jeton, il aurait pu prendre son commandeur pour le jouer. Voilà, les 4 jetons, et on les met aussi dans le sachet. Dans le sac. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On secoue, hein. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et puis, le tour de jeu commence. Vraiment, il n'y a rien d'autre à faire pour en début de tour. Il y a juste à réfléchir aux jetons qu'on veut mettre dans le sac. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, tout simplement, on va tirer les jetons un à un. Alors, par exemple, je vais commencer par tirer celui-ci. On va constituer une défausse, quelque part autour du plateau. On va constituer une défausse. Et on va mettre le jeton du leader, c'est lui que j'ai tiré, du leader humain, dans la défausse. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir actionner mon humain, mon leader, et seulement lui. Donc mon leader, je vais pouvoir lui faire un certain nombre d'actions, bon, il n'y en a pas beaucoup non plus. Une fois qu'il a joué, voilà, on va dire que je l'ai joué, hop, on retire un jeton du sac, là je tombe encore sur un humain, donc ça va être le médic qui va jouer, donc il va faire ses actions, etc. Hop, je vais retirer encore un jeton. Hop, là je tombe sur le... Ça fera pas la focale, non. Je tombe sur l'inferno. Ok, l'inferno, donc justement c'était la grosse machine en face. Je tombe sur l'inferno, donc c'est à l'inferno de jouer.
il va jouer, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, à un moment, alors je vais aller les chercher pour vous montrer, mais à un moment, hop, ça c'est qui? Voilà, là je tombe sur le médic. Donc à un moment, comme j'ai mis plusieurs jetons du médic en jeu, alors ça fait pas du tout la focale, ça m'énerve. Voilà, comme j'ai mis plusieurs jetons du médic en jeu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand je retombe sur un jeton du médic, si le médic est toujours vivant, et s'il est toujours en jeu, eh ben, je vais pouvoir de nouveau jouer le médic une deuxième fois. Voilà comment ça fonctionne. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que on a joué tous les pions, et qu'on a joué tous les personnages qui correspondent aux pions, là, les pions qu'on a utilisés, qui étaient dans la défausse, on va les mettre de côté. On va les mettre de côté. Au tour suivant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire avec les jetons qui nous restent. Si j'ai toujours 3 personnages en jeu, avec les humains, je peux reprendre encore 3 jetons. Je vais prendre 2 fois le scout et une fois encore le médecin, par exemple, le médic. Ok. Que je vais mettre dans le sac. L'adversaire va faire pareil. On va dire qu'entre-temps, il a perdu son commandeur. Ok, le commandeur a été tué. Du coup, il n'a plus que 3 personnages en jeu. Mais il mettra que 3 jetons dans son sac, parmi ceux qui lui restent du tour précédent. Et donc, on n'a pas accès à ceux qu'on a utilisés au tour précédent. Ceux-là, ils restent de côté. Et à la fin de ce tour-ci, qu'est-ce qu'on fait? Les jetons qui avaient été utilisés au tour précédent, on les reprend, on les remet devant nous, et c'est les jetons qu'on a utilisés à ce tour-ci qui viennent, voilà, qu'on met de côté, et qui ne peuvent plus être utilisés jusque dans 2 tours, quoi. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça fait qu'on peut avoir des utilisations assez tactiques de nos personnages. On peut choisir de ne pas utiliser un personnage pendant un tour et de l'utiliser 3 fois pendant un autre. Mais si on l'utilise 3 fois, le tour suivant, il ne pourra pas du tout jouer puisque chaque personnage n'a que 3 jetons qu'on peut mettre dans le sac. Donc si on utilise les 3 jetons d'un coup, il va y avoir un tour entier où ce personnage ne pourra plus jouer du tout. Et c'est un système qui est vraiment très très bien foutu. Vraiment très bien foutu. À nous de réfléchir vraiment à comment amener, à quel moment chacun de nos personnages sera le plus efficace, à quel moment on peut se passer de lui pour plutôt jouer 2 fois un autre personnage qui serait mieux placé, etc. C'est vraiment un très bon système. Alors maintenant, quand on active un personnage, quelle action il peut faire? Alors je prends mon jeton de scout, je viens d'activer mon scout, très bien, hop, je le pose. Qu'est-ce que je peux faire avec mon scout? C'est très simple. Soit je fais un mouvement, soit je fais une attaque, donc une attaque ou de corps à corps s'il y a des troupes à proximité, soit une attaque à distance. Donc soit une attaque, soit un mouvement, soit j'utilise une capacité spéciale. Une capacité spéciale qui aurait qui aurait en capacité sur mon personnage. Là c'est le cas, par exemple j'ai une capacité qui s'appelle embûche. Il existe aussi des capacités passives, hein. Par exemple Stalker, c'est une capacité passive du scout qui lui permet de passer dans les terrains difficiles et les terrains aqueux, donc les terrains, je sais pas comment dire autrement, oui, les terrains aqueux, quoi. Donc dans l'eau, quoi, qui permet de passer dans l'eau ou les terrains difficiles sans avoir de malus au mouvement. Voilà. Donc ça, c'est une capacité passive. Et donc il y a aussi des capacités actives qu'on peut utiliser à la place d'un mouvement ou d'une attaque. Voilà, donc c'est très 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 simple. J'ai que ces 3 possibilités pour chaque personnage. Donc, qu'est-ce que mon scout peut faire? Donc il pourrait se déplacer de 5 cases. Il pourrait attaquer à distance ou utiliser l'embûche. Voilà les 3 possibilités qu'aurait mon scout. Alors comment fonctionne un mouvement? Si je décide de me déplacer, tout simplement, voilà, j'ai un mouvement de 5, je peux me déplacer comme je veux, de manière orthogonale, de manière diagonale. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, sans souci. Seule règle à conserver, c'est que lorsque je me déplace, si j'arrive sur une case contiguë à un ennemi, je suis obligé d'arrêter mon mouvement, d'arrêter complètement mon mouvement. Voilà, j'étais là, je fais 1, 2, j'ai beau avoir 5 en mouvement, je viens d'arriver sur une case contiguë au Vanguard, qui est un ennemi, donc je suis obligé de m'arrêter. Deuxième règle avec les mouvements, si j'entre pour entrer dans un terrain difficile, il faut que je dépense 2 points de mouvement au lieu d'1. Voilà. Pour grimper sur un élément surélevé, il faut que je dépense aussi 2 points de mouvement.
Et pareil, dans l'eau, si j'ai envie d'aller dans l'eau, il faut que je dépense 2 points de mouvement. Ensuite, à chaque fois que je me déplace sur un élément de terrain difficile, je dois payer ces 2 points de mouvement. De même, dans l'eau, si je me déplace encore sur un terrain aqueux, je dois payer 2 points de mouvement. Ok. Les terrains surélevés, c'est un petit peu différent. Je paye 2 points de mouvement pour monter sur un terrain surélevé. Une fois que je suis dessus, je paye plus qu'un seul point de mouvement pour me déplacer dessus. Par contre, si je veux descendre, ça me recoûte 2 points de mouvement. Donc la deuxième possibilité, c'est d'attaquer. Ok. Deuxième possibilité, attaquer. Comment je fais pour attaquer? Alors on va commencer par les attaques à distance. On fait attention aux lignes de vue. Je vais pas faire 2 heures sur les lignes de vue. C'est un peu pareil dans tous les jeux, de toute façon. On trace soit à la vue, soit en utilisant une règle, une réglette ou quelque chose. Voilà, on part du centre du jeton de la tuile qui attaque. On essaye d'arriver jusqu'au centre de la tuile qu'on vise. Et s'il n'y a pas d'élément de décor qui gêne entre les deux, on a une attaque normale. S'il y a un élément de décor qui gêne, alors dans ce jeu, il peut se passer 2 choses. Enfin, il peut y avoir 2 éléments qui gênent, pardon. Si ma ligne de vue passe par des éléments difficiles, alors, je vous montre quand même. Chaque personnage a une portée, déjà. Alors, pour le scout, il a une portée de 5, donc il pourrait tirer à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on imagine que le Vanguard, par exemple, il est à distance. Qu'est-ce qui se passerait si je tirais par là? Bah, du coup, si je tire, je passe par des éléments de terrain difficiles. Du coup, je rajoute 1 à la défense du Vanguard. Ça, c'est obligatoire. Il peut y avoir autant de terrains difficiles que je veux. On s'en fiche, c'est pas cumulatif. Par contre, à partir du moment où il y en a au moins un, eh ben, j'ajouterai 1 à la défense du Vanguard. Et si, en plus, il y a un autre personnage devant le personnage que je cherche à viser, que ce soit un personnage ami ou ennemi, hein, ça change rien. Si ça avait été... D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas le scout que j'avais pris, voilà. Si ça avait été mon leader qui était devant, et moi je veux tirer sur le Vanguard, ça change rien, c'est pareil. Les personnages, quoi qu'il arrive, gênent. Voilà. Donc, on rajoute 1 s'il y a un élément difficile dans la ligne de visée. Même s'il y a plusieurs cases, on s'en fout, on rajoute toujours un seul point à la défense. Et on rajoute 1 s'il y a un personnage dans la ligne de visée. Voilà. Et c'est pareil, on s'en fout du nombre de personnages. S'il y avait eu 2 personnages devant le Vanguard que je cherchais à viser, ça n'aurait pas fait plus 2 en défense, ça fait toujours plus 1. Donc au maximum, on a plus 2 en défense sur un personnage. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Ensuite, je regarde dans ma capacité de tir, combien de dés je vais lancer. Là, j'en jette 2. En admettant qu'on était dans cette situation. Voilà. Là, du coup, mon Vanguard aurait eu une défense de 5, plus 1, parce que mon tir traversait des éléments de terrain difficiles. Donc il aurait eu 6 en défense. Là, je jetais 2 dés. 2 dés parce que j'ai 2 en capacité de tir. Je jette 2 dés, 2 dés 10. Et voilà, là j'ai fait 1, donc là j'ai rien fait du tout. Et là j'ai fait 10, donc j'ai bel et bien touché mon Vanguard. À partir du moment où un personnage est touché, je le retourne et il est sur sa face blessée. Ça ne change pas ses caractéristiques. Ses caractéristiques ne baissent pas parce qu'il est touché, contrairement à Heroes of Black Reach que j'avais déjà présenté par exemple. Le personnage garde les mêmes caractéristiques, mais évidemment, s'il est encore touché une fois, le personnage est détruit. Alors, détail dont j'avais pas parlé, du coup je reviens rapidement dessus. On n'a pas la même luminosité, hein, je refais la vidéo un petit peu plus tard et je vais la recaler. C'est que quand on attaque une unité qui n'est pas une recrue, déjà on met 2 tuiles les unes sur les autres. Donc pour le Vanguard, par exemple, si c'était une recrue, il y aurait une tuile sur le plateau. Si c'était un vétéran, on aurait la tuile du vétéran au-dessus et la tuile de la recrue en dessous. Et ce qui se passe quand on touche un adversaire comme ça, qui a déjà une certaine expérience, c'est qu'on va retourner la tuile du dessus. Donc il est blessé une fois, le Vanguard. Et s'il est de nouveau touché, avant de s'être réparé ou de s'être soigné, on retire la tuile du dessus. Ce qui fait que il n'est pas mort. Il est toujours là, mais cette fois avec les caractéristiques de la recrue. Donc, tant qu'il est vivant et qu'il est pas trop blessé, qu'il a toujours la tuile de vétéran devant lui, sur le plateau, je veux dire, il a les caractéristiques du vétéran. S'il est touché une fois,
Hop. S'il est touché une fois, on retourne la tuile du vétéran. S'il est touché une deuxième fois, on retire la tuile du vétéran. Donc le Vanguard n'est pas détruit. Par contre, il est affaibli. Et cette fois, il se retrouve avec, comme il reste plus que la tuile de recrue, il se retrouve avec les caractéristiques de la recrue. S'il est touché une troisième fois, bien sûr, il est toujours là. Une quatrième fois, il est détruit. Voilà. Donc, éventuellement, un élite a, entre guillemets, 6 points de vie. Et à chaque fois qu'on comprend 2 points de vie, eh ben, on redescend d'une catégorie, à moins d'être soigné entre-temps. Autre chose aussi, vous avez vu que j'ai jeté 2 dés. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus létals. Je vais vous montrer le Hellfire. Regardez le Hellfire, c'est lui. Vous voyez, c'est vraiment une grosse machine. Le Hellfire, lui, il a carrément 4 dés à jeter lorsqu'il attaque, lorsqu'il tire. Donc vous voyez, c'est énorme. Si j'avais tiré avec mon Hellfire sur la scout et que j'avais fait, voilà, je sais plus combien de points de défense à la scout, mais je crois qu'elle a 4. Pour la recrue, c'est 4, ouais, 4. Donc là, par exemple, j'aurais touché 3 fois. Le 1 n'aurait rien fait. 5, 5, 9, j'aurais touché 3 fois la scout. Eh bien, ça ne change rien. Une fois qu'on a touché, quel que soit le nombre de dés qui ont touché, on ne fait toujours qu'une seule blessure dans For What Remains. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le nombre de dés permet d'avoir plus de chances de toucher, mais il ne fait pas plus de blessures pour autant. Au corps à corps, ce sera exactement pareil. Hein. On arrive au corps à corps, très bien. On arrive au corps à corps contre le Vanguard, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de m'arrêter déjà parce que je fais soit un mouvement, soit une attaque. Si je réactive mon scout et que je veux faire une attaque, bah, je regarde sa capacité de corps à corps qui est assez faible, qui est seulement de 1. Du coup, je jetterai un dé. Voilà, là j'ai fait 5. Est-ce que c'est suffisant? Je regarde mon Vanguard. Non, c'est pas suffisant parce qu'il a une défense de 5. Et pour battre un adversaire, il faut faire absolument un score absolument supérieur. Égal ou inférieur, c'est loupé. Donc voilà. Là, ça aurait loupé. Ça aurait loupé si j'avais eu... ça aurait été pareil au tir. Hein. Si j'avais tiré et que j'avais fait des 5, ça aurait été exactement pareil. 5, ça aurait été loupé, quoi. Voilà. Donc le corps à corps fonctionne exactement pareil que le tir, seulement on n'utilise pas la même capacité sur le personnage. Dernière chose, au niveau du mouvement, si à un moment un personnage sort de la zone d'un adversaire, l'adversaire peut immédiatement faire une attaque de corps à corps gratuitement contre le personnage qui sort de sa zone. Et s'il y avait plusieurs personnages, s'il y en avait 2 et que je sors de la zone des 2 personnages, bah, les 2 personnages pourront faire une attaque de corps à corps contre le mien. Voilà. Quand on est sur un terrain surélevé, si on est sur le bord du terrain surélevé, on va ignorer les terrains difficiles. Quand on va tirer, on va ignorer les terrains difficiles qu'on traverse. Et on va ignorer les personnages qui sont dans notre ligne de tir. Donc si j'avais tiré comme ça, on va dire si j'avais tiré... attendez, je regarde un petit peu, histoire de bien montrer. Si j'avais tiré sur un mec qui était là-bas, j'ignorais les terrains difficiles parce que je suis sur un terrain surélevé, et j'ignorais aussi les personnages qu'il y avait dans ma ligne de tir parce que je suis sur un terrain surélevé. Donc tout ça j'oublie, moi je suis en hauteur, rien ne m'empêche de tirer efficacement sur le mec là-bas. Seul moment où il va quand même y avoir un malus, c'est si le mec en question est déjà dans un terrain difficile. Si lui il est dans un terrain difficile, ben, il y aura quand même un malus de plus 1 parce qu'il est quand même plus ou moins protégé par ce terrain. Voilà. Et que dire d'autre? Par contre, si j'avais été derrière, sur mon terrain surélevé, ça n'aurait pas fonctionné. Je ne peux pas, dans ce jeu, tirer ni à travers les terrains infranchissables. Ça, c'est des zones qui bloquent totalement la ligne de vue. Et je ne peux pas non plus tirer si je traverse, je dis bien traverse, une zone surélevée. Donc là, on est d'accord, si j'étais là avec mon scout, je suis bien dans la zone surélevée, mais malgré tout, si je veux tirer à partir de l'endroit où je suis, par là-bas, par là, eh ben non, je ne pourrais pas parce que je traverse une zone surélevée. On imagine si j'étais sur un camion, en étant au cul du camion, eh ben, je pourrais forcément pas voir le personnage qui est là-bas, parce que moi j'aurais une surface devant moi et le personnage serait caché. Voilà. Donc ça aurait pu être comment dire, les règles auraient pu être un petit peu plus compliquées pour dire, voilà, s'il est à telle distance, ben, je le vois quand même, et à telle distance, non, là, il est caché par le devant, voilà. Ils n'ont pas voulu se prendre la tête, la règle est très simple, mais c'est pas plus mal. À partir du moment où je traverse un élément surélevé, je ne peux pas tirer. Et c'est valable aussi pour ceux qui sont en bas.
Si mon personnage avait été là, on aurait tout à fait pu lui tirer dessus, sans souci. S'il était là, non, parce que pour lui tirer dessus, il aurait fallu traverser un élément de terrain surélevé. Voilà. Et ben, j'ai expliqué à peu près toutes les règles. Après, donc, les personnages ont des capacités spéciales qu'ils vont pouvoir utiliser. Je vais pas revenir sur toutes, hein, on les verra pendant la partie. L'embuscade, elle permet quoi? Tout simplement, elle permet de tirer et d'avancer dans une même action. Donc le scout, en général, il utilise presque tout le temps ses capacités d'embuscade, tant qu'à faire. Donc ça me permettrait par exemple de bouger, et puis de tirer, ou de tirer, et puis de bouger. Par contre, je ne peux pas avec l'embuscade bouger, tirer et finir mon déplacement. Donc là, j'ai vraiment fait le tour des règles, quoi, pour vous dire à quel point c'est simple. J'oublie peut-être une ou deux petites choses, mais voilà, on arrive comme ça vers la fin du tour, donc on a vidé le sac. On a vidé le sac de tous les jetons qu'il y avait à l'intérieur. On a activé chaque personnage. Autre chose aussi, quand un personnage en jeu est tué, le joueur de la faction va avoir le droit de mettre ceci dans sa réserve de pions. Alors c'est quoi? Vous voyez, c'est un pion avec... tiens, il est sali. Oui. Hop. Voilà. Donc c'est un pion, voilà, tout propre maintenant, avec l'icône de sa faction. Donc il est différent pour les humains. Pour les humains, c'est une espèce de soleil. Je vais essayer de le trouver, voilà, c'est ça. Donc quand un personnage de notre faction est tué pendant notre tour, on prend ce jeton et on le met dans notre réserve. Il sert à quoi? Au prochain tour, lorsqu'on va mettre des jetons dans notre sac, un nombre de jetons qui correspond au nombre de personnages qu'on a encore en jeu. Donc là, par exemple, j'en aurais plus que 2. Je mettrais que 2 jetons. Ce jeton, je peux le mettre aussi dans le sac sans prendre en compte le nombre de personnages que j'ai en jeu. Donc dans une situation comme ça, j'aurais déjà mis mes 2 jetons dans le sac, j'aurais pu en mettre un troisième. En gros, c'est une action gratuite. Quand on le tire du sac, on va pouvoir activer n'importe quel personnage qu'on a en jeu. Donc c'est vraiment une action gratuite, mais malheureusement, une fois qu'on s'est servi du jeton, il retourne de côté, et on n'y a plus accès jusqu'à ce que de nouveau un de nos personnages meure en jeu. Et quand un de nos personnages meurt en jeu, on a de nouveau le droit de le mettre dans notre réserve pour éventuellement le mettre dans le sac un moment ou un autre. Par contre, il n'en existe qu'un de jeton, donc même si on perd plusieurs personnages pendant un même tour, ça change rien. On n'aura toujours qu'un seul jeton à mettre dans la réserve. Voilà, c'était le dernier petit détail, je pense. Oui, alors j'avais pas expliqué non plus les personnages huge. En gros, les personnages... comment je pourrais dire en français? Les personnages énormes. Les énormes personnages, ça fait pas terrible. Les gros. Donc les gros personnages, eux, ce qu'ils ont de particulier, c'est que ils peuvent se déplacer sur les terrains difficiles et les terrains aqueux sans avoir de pénalité de mouvement. Alors quand on les déplace, on prend toujours une des 4 cases qu'on choisit comme étant la case de référence, et puis on déplace par rapport à cette case. Donc si je choisis celle-là, voilà. Ensuite, lui, il se déplace de 4, je fais 1, 2, 3, 4, voilà. La seule règle à laquelle il faut faire attention quand on déplace un huge, je vais dire huge, gros, je vais dire un massif. Un massif, c'est bien. Allez. Donc la seule règle à garder en tête quand on déplace un massif, c'est qu'il ne peut pas finir avec une partie de son corps sur un terrain plat, sur un terrain normal, et une partie de son corps sur un terrain surélevé. Ça, c'est interdit. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple sur notre petit camion là, notre petite camionnette, il pourrait pas grimper le massif, parce que il aurait toujours une partie de ses de ses casques, enfin une partie de sa tuile qui serait sur des terrains normaux et une partie sur le camion. Par contre, quand il se déplace, il a tout à fait le droit de se déplacer sur des éléments surélevés, même voilà, il peut se déplacer dessus. C'est simplement finir son déplacement. Pour finir son déplacement, il doit être soit totalement en bas, soit totalement en haut. Alors il y a juste une petite règle aussi avec les massifs, c'est que normalement, les personnages qui sont en hauteur, ils ont, que je dise pas de bêtises,
Alors, je vérifierai au moment de la partie. Il me semble qu'ils ont plus un en défense contre les personnages qui sont en bas lorsqu'on effectue un corps à corps. Donc, s'il y avait eu le commandeur des combines qui était là et la médic qui était en hauteur, et que le commandeur voulait attaquer au corps à corps la médic aurait eu plus un en défense parce qu'elle était en hauteur. Ça, c'est seulement valable pour les corps à corps. Entre les personnages qui sont en bas et les personnages qui sont en haut. Bon, voilà, ça n'existe pas avec les personnages massifs. Voilà, tout simplement, les gros, eux, ils peuvent directement attaquer sans avoir, sans que celui qui est surélevé ait le bonus de défense. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait le tour des règles, hein, il me semble. Euh, les règles de campagne, je vais peut-être pas vous les présenter plus que ça, vous verrez. Donc le mieux, bah, ça va être de faire une partie pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais donc faire le premier scénario de la campagne. À tout de suite.